Webconférence sur HQE Aménagement, les grands principes. Nous allons organiser un cycle de plusieurs webconférences sur ce sujet, donc de la certification HQE Aménagement. Aujourd'hui, c'est la première. Donc l'idée, c'est vraiment de vous présenter les grands principes généraux de cette certification sans trop rentrer dans le détail, sachant qu'ensuite, vous allez avoir d'autres webconférences qui vous seront proposées, notamment un approfondissement technique, et ensuite différents témoignages de clients par la suite. Alors, moi, je me présente, donc je suis Maxime Lepage, je travaille à la direction recherche et développement de Certivea. Donc, je participe à l'élaboration de l'ensemble des référentiels techniques de notre offre territoire, à savoir HQE Aménagement et HQE Infrastructure. Donc, c'est moi qui vais animer cette webconférence ce matin. Comment ça va se passer? Je vous propose un petit exposé pendant à peu près 40-45 minutes, et puis après on va se laisser un petit temps de questions-réponses, sachant que la session est enregistrée. Donc si jamais vous n'avez pas vous décrochez par moment, vous pourrez tout à fait y revenir. Elle sera mise en ligne sur notre site internet, donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Alors, on va démarrer cette présentation. Je vous propose en 3 parties. D'abord, de vous représenter la certification HQE Aménagement, donc revenir sur ses bases. Ensuite, nous allons faire un focus sur le référentiel et le process de certification. Et enfin, on va parler plus spécifiquement du contenu, à savoir des 17 thèmes, donc des thématiques de la démarche HQE Aménagement. Et en conclusion, on parlera des bénéfices à la fois pour les aménageurs et les collectivités. Alors très rapidement, parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent Certivea, mais juste pour faire un slide de rappel. Donc Certivea, nous sommes une filiale du Centre scientifique et technique du bâtiment, créé en 2006, et nous sommes le leader français de la certification des bâtiments non résidentiels et des territoires durables. Donc notre vocation, c'est vraiment d'être un partenaire du changement pour l'ensemble des acteurs de la filière bâtiment et territoire. Et nous sommes mandatés par l'association HQE, qui détient la marque HQE, pour attester, on va dire, de manière indépendante, les bonnes pratiques des acteurs. Nous avons 3 domaines de certification principales. Les certifications de bâtiments non résidentiels, donc notre offre HQE Construction Rénovation, et notre offre HQE Exploitation. Donc c'est traditionnellement notre cœur de métier, puisque à la création de Certivea en 2006, on était positionné sur ce champ-là, donc sur le champ des bâtiments non résidentiels. Bâtiments non résidentiels, ça comprend bâtiments tertiaires et équipements sportifs. Donc ça, c'est le premier domaine. Un deuxième domaine de certification, et c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, ce sont les certifications de territoire durable. Donc là, on n'est plus seulement sur l'échelle du bâtiment, on dézoome, on est à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle de l'aménagement d'un territoire. Donc là, nous avons principalement 2 certifications, HQE Aménagement dont on va parler aujourd'hui, et également HQE Infrastructure, qui pour l'instant ne concerne que les infrastructures routières, donc que les routes. Et enfin, nous avons une certification d'acteurs et de compétences. Donc là, pour attester la compétence de différents acteurs du monde de la construction. Je pense notamment, pour donner un exemple, à la certification NF études thermiques, qui s'adresse au bureau d'études thermiques. Et en complément, donc là, nous ne sommes plus dans des certifications, mais nous proposons également des labels, labels de performance énergétique et autres. Par exemple, tout récemment, nous proposons le label bâtiment bas carbone BBCA. Voilà, on ne va pas s'étendre plus que ça aujourd'hui sur les autres certifications, puisqu'on va s'attacher aux certifications de territoire durable et tout particulièrement HQE Aménagement. Donc simplement, voilà, pour vous rappeler qu'à l'échelle des territoires, l'objectif, c'est de valoriser évidemment les démarches de développement durable sur des projets d'aménagement de territoire, de routes ou de la gestion de résidences, puisque nous avons également une certification qui s'appelle Quali Résidence. Donc là, nos cibles, les demandeurs, vont être les aménageurs d'opérations d'aménagement et les collectivités d'une manière générale. Alors, pour revenir un petit peu sur l'historique de cette certification HQE Aménagement, qui est finalement assez récente dans l'histoire de Certivea, puisqu'elle est apparue en 2011, alors que Certivea a été créée en 2006. Donc finalement, pourquoi avoir développé cette certification HQE Aménagement? Quels ont été les constats clés déclencheurs de la démarche? Alors, le premier constat clé, c'est que nous, traditionnellement, Certivea, dans notre cœur de métier, on est filiale du CSTB, donc notre cœur de métier, c'est vraiment le bâtiment.
Mais un bâtiment, il est forcément situé au sein d'un quartier, il a des abords, et pour parler de développement durable sur l'ensemble de ces thématiques, forcément, on s'est bien rendu compte qu'il y avait progressivement nécessité d'appréhender l'interaction du bâtiment avec ses abords. Donc il y avait une nécessité de changer d'échelle, de dézoomer, ne plus seulement questionner les thématiques environnementales à l'échelle du bâtiment simple, mais à l'échelle de son quartier et de ses franges. Quand on parle d'aménagement durable, ça n'a de sens, et on va le voir dans quelques instants, ça n'a de sens que si on prend en compte les 3 piliers du développement durable. Donc l'environnement bien sûr, mais aussi l'économique et le social. Jusqu'à maintenant, historiquement, nos certifications HQE à l'échelle des bâtiments étaient relativement centrées sur le pilier environnemental, même si on trouvait des cibles de confort et de santé. Les thématiques sociales et environnementales étaient quand même moins développées que la thématique environnement. Or là, à l'échelle d'une opération d'aménagement, il est forcément nécessaire d'avoir une approche intégrée de développement durable, donc de prendre en compte les 3 piliers. Et enfin, un autre constat déclencheur, c'est qu'un aménagement durable, ça n'est pas bien sûr la juxtaposition de bâtiments HQE. Une démarche HQE à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une opération d'aménagement doit forcément intégrer des problématiques d'urbanisme. On va le voir, l'intégration de l'opération d'aménagement dans son quartier pour des questions de mobilité, la notion de forme urbaine, la notion de couture urbaine. Donc là, on va être sur des notions qui dépassent les thématiques habituelles qu'on avait l'habitude de traiter au niveau du bâtiment. Et enfin, donc là, davantage pour parler des acteurs de l'aménagement, il y avait un besoin identifié pour les aménageurs, les collectivités, de disposer de méthodes pour la prise en compte du développement durable dans les projets opérationnels. On va dire les opérationnels étaient vraiment demandeurs de méthodes et d'outils. Donc voilà l'ensemble des constats qui nous ont amené progressivement à développer cette certification. Donc de quitter le champ du bâtiment, afin d'appréhender d'autres champs et une échelle plus large que l'échelle du bâtiment. Alors du coup, la démarche initialement, elle a été élaborée avec différents acteurs. Alors là à l'écran, vous avez différentes entités. Ça n'est pas exhaustif, mais vous avez un aperçu des entités qui ont développé en partenariat avec nous cette certification. Vous voyez que vous avez différents publics. Vous avez des aménageurs, bien sûr. Je pense par exemple à l'AFTRP, qui est devenu maintenant Grand Paris Aménagement, donc qui est représentant d'un aménageur. Vous avez des acteurs du bâtiment, comme la fédération Sinov, par exemple. Vous avez des institutionnels aussi qui ont participé, comme le CSTB, l'ADEME, et vous avez aussi des représentants d'utilisateurs, donc représentants d'associations d'utilisateurs, d'associations de riverains, comme par exemple Rue de l'Avenir. Voilà, donc vous voyez, l'idée, ça a vraiment été de mettre autour de la table différents acteurs venant de différents horizons pour co-construire la démarche HQE Aménagement avec nous. Et ces acteurs sont toujours impliqués aujourd'hui, puisque le dispositif est piloté par une instance qui s'appelle le comité d'application, qui a été créé lors de la sortie de ce référentiel en 2011. Et le comité d'application est garant de l'impartialité des demandes de certification, et ils émettent des avis également sur les décisions de certification. Ils émettent également des avis sur les évolutions de référentiels. Donc, c'est vraiment un comité qui est partie prenante de la démarche et qui se réunit aujourd'hui à peu près tous les 3 mois. Donc, c'est vraiment une certification comme toutes nos autres certifications, qui est vraiment co-construite et en permanence, qui vit avec les acteurs du terrain. Alors, pour revenir un peu sur l'historique de la démarche HQE Aménagement, il faut savoir que les premières réflexions ont démarré en 2002, et c'est l'association HQE au départ qui a amorcé les réflexions. Certivea n'existait pas encore. Et l'association HQE a mené des premières réflexions et a fait une série d'expérimentations entre 2007 et 2010, et a finalement sorti un premier guide, que d'ailleurs vous pouvez télécharger aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, un premier guide sur qu'est-ce que c'est que la démarche HQE Aménagement, donc bien avant qu'il y ait une certification. Ensuite, la deuxième étape, ça a été le développement de la certification par Certivea, donc au départ sur la base d'opérations test, d'opérations pilotes,
17 opérations pilotes qui ont testé le tout premier projet de référentiel entre 2010 et 2011, pour finalement aboutir à une sortie du référentiel en septembre 2011. Et les premiers projets certifiés HQE Aménagement datent de 2012. Donc vous voyez que c'est finalement à l'échelle dans l'histoire de Certivea, c'est une certification assez récente. Et ensuite, une troisième phase de déploiement de l'HQE Aménagement à partir de 2013, ça a été le déploiement international, puisque nous avons eu en 2013 le premier projet certifié à l'international, donc c'était au Maroc, c'est la station touristique de Tarazout Bay. Et fin 2013, lorsque Serway, notre filiale internationale de Certivia et de Cercal, s'est créée, donc Serway a repris la gestion de HQE Aménagement à l'international et la déploie aujourd'hui au niveau international. Donc voilà un petit peu les grandes étapes et l'historique de la démarche HQE Aménagement. Je voudrais en profiter pour dire 2 mots par rapport à Serway et à la démarche HQE Aménagement à l'international. Les référentiels HQE Aménagement de Certivea et de Serway sont extrêmement proches. On va en reparler tout à l'heure. Puisque nous sommes dans une certification de management, il n'y a pas de critères techniques. Donc la volonté, ça a vraiment été d'avoir un référentiel le plus proche possible. Donc j'allais dire à 98%, les deux référentiels Serway et Certivea sont identiques. Voilà. Et on essaye de plus en plus de mutualiser nos forces entre Certivea et Serway, et c'est d'autant plus vrai sur cette certification-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va démarrer par les grands principes de cette certification. Tout d'abord, le champ d'application. À qui est-ce que cette certification s'adresse? À quel type d'opération? Alors, en démarche HQE Aménagement, on s'adresse bien sûr, on certifie toute une opération d'aménagement du territoire. Donc là, ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de distinction dans les opérations d'aménagement que nous pouvons certifier. Il n'y a pas de distinction de taille, déjà. On peut accepter en certification un petit lotissement de 2 hectares, comme une grande ZAC de 100 hectares. Donc il n'y a pas de distinction de taille. Il n'y a pas de distinction non plus de procédure. Dans les opérations d'aménagement que nous certifions, on va trouver des lotissements, donc des permis d'aménager. On va trouver des ZAC, zones d'aménagement concertées. On va aussi pouvoir trouver des permis de construire valant division. Donc on n'a pas de restriction, on ne s'est pas dit on ne restreint le champ que aux ZAC, vous voyez par exemple. Donc là encore, un champ très ouvert. Et également pas de distinction en termes de destination. On peut trouver des opérations d'aménagement qui sont mixtes, avec une composante résidentielle avec des logements et une composante tertiaire. On peut certifier également des zones d'activité économique même sans logement. Donc la composante résidentielle n'est pas une obligation pour rentrer en certification HQE Aménagement. Et on peut même accepter, et d'ailleurs on a une opération certifiée, on peut même accepter des opérations sans bâtiment. Un exemple, c'est le parc urbain au Mureau, le parc urbain Molière au Mureau, qui est aujourd'hui certifié. Donc là, c'est un parc sans bâtiment. Donc vous voyez, en termes de destination, on n'a pas de restriction non plus. Et enfin, en termes de type de montage, là encore, quelque part, la démarche s'adapte à tout type de montage, puisque la collectivité, qui est au départ donneur d'ordre de l'opération d'aménagement, peut très bien intervenir en régie, par mandat ou par concession d'aménagement et désigner par la suite un aménageur. Et quelque part, pour nous, peu importe du montage, l'ensemble de ces opérations est éligible à la certification HQE Aménagement. Alors, il y a malgré tout 2 conditions. Ça, ces 2 conditions sont nouvelles, sont apparues en 2015. Ces 2 conditions, c'est que néanmoins, pour pouvoir être éligible à une certification HQE Aménagement, on s'est pour cela fortement inspiré du Code de l'urbanisme et de sa jurisprudence. L'opération doit déjà comporter la réalisation de travaux ou équipements publics. Alors, quand on entend travaux, équipements publics, ça peut être de la voirie, ça peut être des espaces verts, ça peut être des équipements publics type piscine, type collège, crèche, ou ça peut être aussi des réseaux. Donc ça, c'est une première condition.
Traditionnellement, une ZAC, une fois qu'elle est construite, il va y avoir rétrocession de certains éléments justement à la personne publique, à la collectivité. Donc ça, c'était une première condition, on va dire, pour qualifier une opération d'aménagement. Et une deuxième condition, c'est qu'il doit y avoir une action foncière sur le terrain, c'est-à-dire ou une acquisition de terrain ou une recomposition parcellaire une fois l'opération achevée, c'est-à-dire création de plusieurs lots, recherche d'acquéreurs et redistribution des lots à différents acquéreurs. C'est ce qui caractérise dans la jurisprudence du Code de l'urbanisme une opération d'aménagement. Alors, si vous avez des questions tout à l'heure par rapport à ça, on pourra y revenir. Je pourrais vous expliquer pourquoi on a ajouté ces conditions. Mais sachez que depuis 2015, donc c'est assez récent, voilà, on a quand même 2 garde-fous dans le champ d'application. Alors voilà, là je vous ai mis à l'écran un exemple typique d'une opération d'aménagement qui est certifiée. Alors évidemment, ça n'est qu'un exemple. Donc là, c'est par exemple une ZAC de 56 hectares, c'est la ZAC des Bellevues à Arpajon, dans le sud de l'Île-de-France. Donc là, c'est une ZAC avec un programme mixte, avec environ 1000 logements, un groupe scolaire, 2 zones d'activité que vous voyez apparaître en blanc sur le plan masse, donc qui vont comporter des bureaux et des commerces notamment, et puis un parc central au milieu. Donc voilà un exemple d'opération d'aménagement du territoire qui avait été initialement porté par les collectivités, les communautés de communes, et qui ensuite a été transféré à un aménageur, donc à une SEM, à la SEM locale, Société d'économie mixte, qui est devenue par la suite l'aménageur. Donc voilà un exemple d'opération typique d'aménagement. Alors, on ne peut pas s'empêcher, puisqu'on parle de HQE aménagement, de parler de l'interaction et des complémentarités entre HQE aménagement et HQE bâtiment, puisque une opération d'aménagement va quand même le plus souvent contenir des bâtiments à l'intérieur de cette opération. Ces bâtiments peuvent bien sûr être certifiés également selon une certification des bâtiments. Cependant, ça c'est un point important, la certification HQE des bâtiments inclus dans l'opération d'aménagement n'est pas obligatoire dans le cadre de la démarche HQE aménagement. Ça, c'est un point important. Elle n'est pas obligatoire, cependant, et c'est une des exigences du référentiel, l'aménageur doit quand même s'engager à essayer de la prescrire dans les pièces à destination des acquéreurs des lots, donc notamment les cahiers des charges de cession de terrain. L'idée, c'est que voilà, l'aménageur doit essayer de la prescrire, doit essayer de pousser au maximum l'engagement en certification HQE des bâtiments qui vont arriver par la suite. Mais ça n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est quand même un point important à avoir en tête. Il y a une seule exception, et c'est une dernière modification du champ d'application que nous venons de faire cette année. C'est dans le cas d'un aménageur privé qui aménage pour son propre compte une opération d'aménagement sans rétrocéder des éléments à la collectivité, donc quelque part qui déroge à la règle que je vous ai expliquée il y a quelques minutes. Pour ne pas bloquer ce type d'opération, on peut quand même les autoriser à nous faire une demande HQE aménagement. Cependant, là, à ce moment-là, il doit s'engager à ce qu'une majorité des bâtiments soient certifiés HQE selon une certification des bâtiments. C'est vraiment l'exception, c'est le cas particulier, parce que dans ces cas-là, on est dans le cas d'un aménageur privé qui aménage lui-même pour son propre compte, donc il a la main directement sur la construction, la conception et la construction également des bâtiments qui vont arriver derrière. Donc c'est vraiment le seul cas. Sinon, dans le cas classique d'une zone d'aménagement concertée avec un aménageur qui va créer des lots et qui va redistribuer ces lots à différents acquéreurs, dans ce cas-là, la certification des bâtiments n'est pas obligatoire. Alors, on a parlé des types d'opérations d'aménagement. Maintenant, la question, c'est à qui est le demandeur de cette certification? Alors, le demandeur, c'est l'aménageur de l'opération sans distinction de statut, c'est-à-dire aménageur public ou aménageur privé. Si vous prenez nos règles de certification, vous allez trouver la définition de l'aménageur et vous voyez qu'elle est extrêmement large. C'est une personne ou un organisme qui a acquis une légitimité par consultation ou propriété foncière pour procéder à une opération d'aménagement. Donc en réalité, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il va y avoir différents cas possibles selon le contexte. L'aménageur peut avoir différentes casquettes. L'aménageur, ça peut être tout d'abord la collectivité elle-même. Si elle intervient directement, si elle aménage elle-même son opération, si elle intervient ce qu'on appelle en régie.
ou alors dans les premières phases d'un contrat de concession, c'est-à-dire qu'elle va ensuite passer un contrat de concession avec une autre société, mais souvent ça ne va pas intervenir dès le départ, ça va intervenir par exemple 2-3 ans après. Donc dans les premières phases, c'est la collectivité elle-même qui est du coup l'aménageur. Alors là, quand on dit collectivité, il peut y avoir différents cas selon le projet. Ça peut être une communauté d'agglomération, ça peut être une communauté de communes, ça peut être une métropole, ça peut être une commune également. Donc là, différents cas sont possibles. Donc là, on est dans le cas où l'aménageur est une personne publique. Un aménageur peut être également une entité désignée par la collectivité dans le cadre d'un contrat de concession, comme je viens de vous le dire. C'est le plus souvent, ça va être le plus souvent des SEM, des sociétés d'économie mixte, ou des EPA, des EPL par exemple. Ça, c'est un deuxième cas. Un troisième cas qui peut arriver, c'est un aménageur purement privé. Par exemple, le cas d'un aménageur lotisseur ou d'un maître d'ouvrage privé. Donc là, vous voyez que le demandeur de la certification, l'aménageur, il peut y avoir vraiment différents cas et il n'y a pas de distinction de statut. Cependant, un des grands principes de la démarche HQE aménagement, c'est, et on va y revenir, c'est l'importance et l'implication et le dialogue entre l'aménageur et la collectivité. L'interaction entre aménageur et collectivité, c'est vraiment un des grands principes de cette certification. Et de manière plus large, on y reviendra tout à l'heure, la concertation entre l'aménageur et les différentes parties prenantes, c'est également un des points clés de la démarche. Alors en termes de projets certifiés, là un slide pour vous montrer les projets certifiés aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons 36 projets certifiés en France. Vous voyez que les contextes sont très variés. Alors là, je vous ai mis les 16 premiers, mais vous pouvez trouver la liste des projets sur notre site internet. Ce qu'on peut dire très rapidement sur ces projets, c'est que vous voyez que les projets sont en Île-de-France et en province. Il n'y a pas une certification centrée sur l'Île-de-France. On a même un projet en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie. Nous avons plusieurs types d'aménageurs, des aménageurs publics, des aménageurs privés. Nous avons des maîtrises d'ouvrage directes ou par concession. Nous avons dans des opérations d'aménagement mixtes avec des logements. Nous avons des zones d'activité économique. Nous avons même un parc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En termes de taille, nous avons des projets qui vont du petit lotissement de 1,3 hectares à la grande ZAC de plusieurs centaines d'hectares. Donc vous voyez qu'on a vraiment des opérations très variées. Alors l'enjeu de la certification HQE aménagement, c'est une certification développement durable. Donc l'enjeu, c'est que finalement, quelles que soient ses caractéristiques, qu'on soit dans le cas d'un petit lotissement ou d'une grande ZAC, l'enjeu c'est qu'elle doit contribuer aux 6 finalités du développement durable, qui aujourd'hui sont définies à l'échelle internationale. Les 6 finalités sont les suivantes: l'attractivité, le bien-être, évidemment des habitants, la cohésion sociale, la préservation et amélioration de l'environnement, la résilience et l'utilisation responsable des ressources. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une certification qui va prendre en compte le développement durable dans toutes ses composantes, ces 3 piliers, de manière à contribuer à ces 6 finalités. Mais on va y revenir tout à l'heure. Alors voilà pour ces grands principes. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du référentiel HQE aménagement et du process de certification. Pour ceux qui nous suivent par téléphone et qui ne voient peut-être pas mon écran, nous sommes au slide 18. Si vous avez la présentation ouverte devant vous. Alors, le référentiel de certification HQE aménagement, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un système de management. Donc, dans notre jargon, on l'appelle SMO, système de management de l'opération. Donc, dans le référentiel, vous allez trouver différentes exigences de management. Vous n'allez pas trouver d'exigences techniques à respecter. Si je prends le parallèle avec la HQE construction ou la HQE exploitation, donc la certification HQE des bâtiments, dans la certification HQE des bâtiments, vous avez un volet qui s'appelle la KEB, où vous avez 14 cibles jusqu'à aujourd'hui, et vous avez des critères techniques à respecter. Dans la HQE aménagement, ça n'est pas le cas, puisque nous avons pris le parti dès le départ de ne proposer qu'un système de management afin de guider de manière méthodologique les aménageurs et des collectivités. L'enjeu, ça a vraiment été pour nous de donner tout au long de l'opération de l'aménagement des repères clairs aux différents acteurs et quelque part de les guider méthodologiquement des projets depuis les études préalables jusqu'à la réalisation. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le SMO, quelque part, c'est un petit peu la colonne vertébrale de la démarche et c'est un système d'organisation et de décision
qui va guider les différents acteurs et l'équipe pluridisciplinaire du projet. Donc c'est un système de management assez, quelque part assez semblable à nos SMO qu'on va aussi retrouver en HQE construction ou en HQE exploitation, si ce n'est que c'est un SMO qui est centré sur l'opération d'aménagement et sur les phases de l'opération d'aménagement. Donc le référentiel n'impose pas d'indicateur préétabli, ça c'est important. Pour autant, on demande à l'aménageur, et on va y revenir, à ce qu'il se détermine lui-même, dans le cadre du projet, ses propres exigences, ses propres objectifs et ses propres indicateurs. Alors le référentiel est structuré en 6 phases, qui sont quelque part les 6 phases clés d'une opération d'aménagement. Les 2 premières phases correspondent quelque part aux études préalables que mènent souvent les collectivités. Alors, on les a appelées lancement et analyse initiale. Ensuite, nous avons la 3e phase, qui est la phase de choix des objectifs. Donc là, c'est vraiment dans cette phase-là où l'aménageur va se fixer ses objectifs qu'il va devoir respecter pour la suite. Et enfin, nous avons donc les phases 4 et 5, donc la conception du projet et la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire la réalisation, le chantier, la réalisation de l'opération d'aménagement. Et enfin, la dernière phase, qui est la phase de bilan et de capitalisation de la démarche. Donc vous voyez que ces 6 phases structurent le référentiel et correspondent aux phases clés d'une opération d'aménagement, déroulée d'une opération d'aménagement. Dans le référentiel, vous allez trouver 2 types d'exigences. Le référentiel est construit comme ça. Des exigences qu'on appelle spécifiques à chaque phase, donc qui sont calées sur les différentes phases, et qui vont trouver et qui vont comporter des livrables clés et des jalons clés spécifiques à chaque phase. Pour donner simplement un exemple, en phase 2, la phase d'analyse initiale, vous allez trouver par exemple le diagnostic du territoire. On va demander à l'aménageur de faire un diagnostic du territoire sur différentes thématiques. Donc là, on est sur une exigence spécifique de la phase 2. Vous allez trouver également des exigences dites récurrentes qui vont revenir à chaque phase. Donc là, l'idée, ce sont des exigences qui vont toucher à la fois le pilotage du projet, l'évaluation périodique des indicateurs que se fixe l'aménageur, et puis également la concertation. Vous voyez, j'insistais tout à l'heure sur la concertation. Le lien avec les différentes parties prenantes, avec les associations de riverains, avec les commerçants, avec la collectivité elle-même. Donc, entrer vraiment dans un processus de concertation et de participation va revenir à toutes les phases. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà, j'allais dire, d'une concertation réglementaire, mais de développer une véritable interaction avec les parties prenantes. Donc on est vraiment sur un outil d'accompagnement des projets. Ça, c'est vraiment une idée clé à retenir. Et vous avez à chaque phase des livrables clés qui sont demandés à l'aménageur. Là, aujourd'hui, on va pas les regarder, mais sachez que vous avez des livrables clés. Alors, on va simplement s'attarder 2 minutes sur la phase 3, qui est la phase de choix des objectifs, puisque l'aménageur va malgré tout, même s'il n'y a pas d'exigence technique dans le référentiel, l'aménageur va se fixer lui-même des objectifs et des indicateurs selon une analyse multithématique. Parce que la démarche HQ Aménagement, c'est une démarche multithématique. On va le voir tout à l'heure, nous proposons 17 thèmes sur différents sujets du développement durable. Donc l'aménageur doit balayer l'ensemble de ces 17 thèmes, les hiérarchiser, donc déterminer leur niveau d'importance, et puis les décliner en objectifs assortis d'indicateurs, évidemment toujours en fonction du contexte. Donc nous avons pour cela un cadre de référence qui sont les 17 thèmes de la démarche HQE Aménagement qu'on va voir dans quelques minutes. Pour plus de souplesse, on a proposé également, on a donné une autre possibilité qui est que l'aménageur peut également se référer aux 20 dimensions de la grille écoquartier du ministère. Pourquoi? Parce que les démarches HQE Aménagement et écoquartier ne sont pas incompatibles, on peut très bien mener les 2 démarches en parallèle. Et un aménageur qui est engagé, une collectivité engagée dans une démarche écoquartier peut également rentrer en certification HQE Aménagement. Et pour cela, le travail est déjà fait puisqu'il doit répondre aux 20 dimensions d'écoquartier. Donc on s'est dit, c'est pas la peine de rebalayer les 17 thèmes puisqu'il y a une correspondance entre les 17 thèmes HQE Aménagement et les 20 dimensions de la grille écoquartier. Donc il y a une souplesse et quelque part un parallèle qui est fait
avec la démarche écoquartier. Et une autre souplesse, c'est que l'aménageur peut également utiliser une autre grille d'analyse, un autre référentiel multicritère qu'il a par exemple l'habitude d'utiliser, dès l'instant qu'on couvre les mêmes sujets que les 17 thèmes. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, mais si jamais il dispose d'une grille organisée différemment, par exemple que nos 17 thèmes, c'est tout à fait possible. Donc c'est une démarche multicritère, et nous allons voir en troisième partie dans quelques minutes le contenu de ces 17 thèmes. Bon, ensuite, une fois que l'aménageur s'est défini ses objectifs et ses indicateurs, l'objectif pour lui va être de les garantir dans les phases aval, donc en conception et en réalisation, par le biais d'évaluation périodique. Donc là, on est vraiment sur une démarche d'évaluation. Donc vous voyez que ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une grande souplesse qui est laissée dans cette certification, puisque c'est l'aménageur lui-même qui se fixe ses objectifs en fonction du contexte. Mais néanmoins, cette souplesse, on doit l'associer à une rigueur à suivre, puisque pour tenir ces objectifs, il va falloir que très régulièrement, périodiquement, il mette à jour des tableaux de bord pour suivre ses objectifs et ses indicateurs à toutes les phases, en conception et en réalisation. Sachant que les opérations d'aménagement, alors tout dépend du projet, mais ça peut durer sur 10 ans ou 15 ans. Donc, mener des évaluations périodiques pendant 15 ans, voilà, c'est pas forcément évident de fait. Et bien sûr, lors des phases aval, l'aménageur doit gérer les passages de relais avec les autres acteurs, donc il doit transmettre l'ensemble des objectifs et des indicateurs à toute la chaîne aval, donc notamment à la maîtrise d'œuvre et aux prestataires en conception, aux entreprises réalisatrices des aménagements lors du chantier, et également aux acquéreurs des futurs lots qui vont être cédés. Il doit répercuter les objectifs qui touchent les bâtiments dans les pièces à valeur contractuelle à destination des acquéreurs. Ça, on y reviendra si vous suivez la webconférence sur l'approfondissement technique de cette certification, on aura l'occasion d'y revenir. Donc j'insiste là à ce stade sur l'importance de l'évaluation périodique. Alors là, je vous ai mis juste un slide, je vais pas y revenir, je vais pas détailler parce que c'est pas l'objet aujourd'hui. Vous avez un aperçu à l'écran des différentes exigences spécifiques phase par phase. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre la prochaine webconférence qui aura lieu le 7 juin, où là, on sera sur de l'approfondissement technique. Donc, lors de cette webconférence-là, je rentrerai dans le détail de l'ensemble des exigences du référentiel, illustrées, avec des illustrations sur quelques projets. Donc, vous verrez des exemples de chartes d'objectifs, de diagnostics de territoire, etc. Là, l'objet aujourd'hui, c'était vraiment vous donner les grands principes. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à vous inscrire à l'approfondissement. Alors une fois qu'on a parlé du référentiel, on va dire quelques mots sur le process de certification, comment concrètement les audits vont se passer. Certivea, nous fonctionnons systématiquement de la même manière, nous fonctionnons avec des audits tierces parties intégrales. C'est-à-dire que nous missionnons des auditeurs qui sont indépendants, qui sont missionnés et formés par Certivea et qui vont intervenir sur le projet, qui vont venir auditer sur site le projet. Donc un audit, quelque part, c'est un moment d'échange pendant, alors c'est entre 1 et 3 jours, selon le projet et selon la phase à laquelle on est. Donc ça permet des moments d'échange entre l'auditeur, l'aménageur et puis l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. Donc ça permet une neutralité, ça permet une transparence et puis une impartialité dans le process. Alors comment vont se dérouler les audits de certification ? Globalement, on est sur une certification cyclique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un audit initial, qu'on appelle audit d'admission, donc là, qui est déclenché quelque part à la convenance de l'aménageur, c'est quand il s'estime prêt. Et cet audit initial va couvrir les phases 1 et 2 à minima, donc c'est-à-dire les phases de lancement et d'analyse initiale. Et ensuite, l'auditeur va revenir une fois par an. Donc ça s'appelle des audits de suivi qui sont sur une base annuelle pendant toute la durée de l'opération jusqu'à la fin de la mise en œuvre. Et lors de ces audits de suivi, il va y avoir des changements de phase qui vont intervenir au moment clé de l'opération. Donc si par exemple l'audit initial portait sur les études préalables, l'année d'après, l'aménageur s'est probablement fixé des objectifs et a peut-être démarré la conception. Donc dans ces cas-là, dans l'audit de suivi, premier audit de suivi, l'auditeur va auditer la phase 3 et la phase 4. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de se caler sur le déroulé du projet. Et ensuite, on a un audit final donc qui couvre la phase 6.
Voilà. Donc l'important, c'est qu'on a un audit de suivi annuellement pendant toute la durée de l'opération. Il y a quand même un cas particulier, ça c'est pour alléger le process, c'est que les opérations d'aménagement peuvent durer, enfin les chantiers peuvent durer, peuvent s'étaler sur des durées relativement importantes. Hein, je vous ai dit, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans. Donc dès que la phase de chantier dure plus de 3 ans, en fait, une intervention à distance est possible tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, l'auditeur ne va revenir sur site qu'un an sur deux. Un an sur deux, il va y avoir une vérification à distance de la part de Certivea, ce qui permet quand même un allègement du process de certification et donc un allègement du coût aussi pour le client. Donc si on est sur des durées de chantier qui sont très longues, qui dépassent 3 ans, en fait l'auditeur ne revient sur site que tous les 2 ans. Voilà, c'est quand même un allègement. Voilà, quelques idées là, je peut-être accélérer puisque l'heure tourne, mais quelques principes clés. L'idée, c'est que toute phase qui est commencée au moment de l'audit doit être auditée et que pour qu'une phase soit certifiée, il faut qu'elle soit achevée au moment de l'audit. Puisque le principe, c'est que l'opération va être certifiée dès les phases amont, à l'issue de l'audit d'admission. Bien sûr, une fois levé des écarts, s'il y en a, mais l'opération est certifiée dès le départ. Ce n'est pas nécessaire d'attendre la réalisation de l'opération d'aménagement pour être certifiée. Hein, l'opération est déjà certifiée dès les phases amont, bien sûr, en mentionnant quelles phases sont certifiées. Je vais dire quand même 2 mots sur nos référents, sur le recours à un référent ou pas sur l'opération, puisque ça impacte sur le process de certification. Alors, je ne sais pas si vous savez, probablement, Certivea a mis en place l'année dernière, en 2015, un système de reconnaissance de référents pour l'ensemble de ces certifications. Donc, globalement, pour résumer, hein, le référent certification HQE, c'est un professionnel qui est reconnu par Certivea pour la maîtrise de l'évaluation et la maîtrise du système de certification. Donc, nous formons nos référents et il y a un examen. Donc, ils sont reconnus référents par Certivea à l'issue d'un examen. Et un référent est partie prenante au projet et il assiste un porteur de projet. Donc, un référent, ça peut être le demandeur, ça peut être un AMO. N'a pas mis de garde-fou, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une compétence dans le domaine pour lequel il est reconnu. Donc, dans la certification HQE aménagement, nous avons des référents HQE aménagement. Et l'intérêt dans cette certification-là, c'est qu'il va y avoir, donc l'intérêt pour le client, pour l'aménageur, c'est qu'il y a un impact, un allègement du process de certification s'il y a un référent dans l'équipe. Donc, qui dit allègement du process de certification dit aussi allègement du coût de certification, puisque le coût est directement fonction des interventions, de l'intervention de l'auditeur sur site. Donc, les allègements, les voilà. On a le client bénéficie d'une réduction d'une demi-journée d'audit sur site, alors pour des durées qui sont supérieures à 1,5 jours. Donc, ça fait quelque part une demi-journée d'audit sur site de gagner s'il y a un référent. Et on a également la suppression des vérifications documentaires en phase 5, donc les vérifications documentaires dont je vous parlais il y a quelques instants. Autrement dit, s'il y a un référent dans l'équipe, vous n'allez avoir, l'aménageur ne va avoir qu'un audit tous les 2 ans. Il n'y a plus de vérification documentaire. Donc, on ne va pas en dire plus aujourd'hui puisque ce n'est pas tellement le sujet. Si vous voulez en savoir plus, nous avons une page dédiée sur notre site internet sur le système de référents et également la liste de nos référents. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis pour information également, la prochaine session de formation et d'examen pour devenir référent HQE aménagement, si ça vous intéresse, sachez que c'est le 22 et 23 novembre 2016 de cette année. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à faire partager l'information autour de vous. C'est une formation qui est mutualisée avec Serway, la filiale internationale de Certivea et de Cercal, puisque comme je vous disais tout à l'heure, les référentiels Certivea Serway sont extrêmement proches. Nous avons également mutualisé les formations pour devenir référent. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander plus d'informations ou à venir sur notre site internet. Alors, l'intérêt aussi de la certification HQE aménagement, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'un certificat va être attribué à l'aménageur à l'issue du premier audit. Donc, c'est-à-dire à l'issue du premier audit, même dès les études préalables, quelque part, l'aménageur peut communiquer. On n'a pas besoin d'attendre la fin de l'opération d'aménagement.
Par contre, les phases certifiées vont être inscrites sur le certificat. C'est-à-dire que si on est en étude préalable, c'est inscrit sur le certificat, opération certifiée, phase 1 à 2. Voilà. Donc voilà sur la partie sur le référentiel et le process de certification. On n'a pas tellement parlé du contenu, à savoir on a parlé du cadre de référence, je vous ai parlé des 17 thèmes ou des 20 engagements écoquartiers, quelque part on n'a pas parlé du contenu, donc on va le faire maintenant, on va prendre encore à peu près 5-10 minutes pour parler du contenu. Alors le contenu, il a été établi par l'association HQE qui a défini un cadre de référence en 17 thématiques. Alors les 17 thématiques, vous les voyez à l'écran. On va en les détailler dans quelques instants. L'idée, c'est que vous voyez, vous avez des thèmes qui couvrent à la fois, bien sûr, l'environnement, donc l'énergie, l'eau, les déchets, le choix des matériaux, la biodiversité, les risques, la santé. Mais on n'est pas que sur le pilier environnemental, je vous disais tout à l'heure, on est également sur le pilier social. Donc on va parler de tout ce qui est fonctionnement social et mixité sociale, mixité fonctionnelle, accès aux fonctions de proximité, par exemple. On va parler d'insertion sociale, formation et sensibilisation des équipes. On va parler aussi d'ambiance et d'espace public. Est-ce que les espaces publics sont attractifs, permettent l'échange entre les différents habitants du quartier? Et on a également un volet économique, notamment sur les notions d'attractivité, dynamique économique et filière locale. Par exemple, est-ce qu'on encourage, est-ce qu'on fait la promotion des filières locales? Est-ce qu'on a recours à des énergies renouvelables locales, par exemple? Est-ce que l'opération va avoir des retombées économiques, va être amenée à créer des emplois? Voilà, donc c'est un petit peu l'ensemble de ces thématiques-là que nous regardons. Et on a bien sûr un volet qui est plus un volet urbanistique, j'allais dire, où on va regarder l'intégration du quartier avec le tissu urbain et avec ce qui se passe aux alentours de son quartier. Donc bien sûr, la notion de mobilité et d'accessibilité, donc la connexion du quartier avec ses alentours. Tout ce qui est patrimoine, paysage et identité. Donc est-ce qu'on met bien en valeur le paysage? Est-ce qu'on prend en compte des éléments patrimoniaux dans l'opération d'aménagement? Les questions de densité, est-ce qu'on a une densité adaptée au contexte, adaptée aux villes alentours, adaptée aux politiques également des collectivités, à l'agenda 21 par exemple s'il y en a? Voilà, donc vous voyez qu'on est sur une démarche complètement multithématique. Alors, quelques exemples de problématiques qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur de ces 17 thèmes. Ce ne sont encore une fois que des exemples, puisque dans le référentiel, vous n'allez pas trouver d'exigences techniques. Je le redis, c'est vraiment l'aménageur qui se définit ses objectifs et ses propres indicateurs. Donc vous n'allez pas trouver d'exigences techniques, mais malgré tout, là, on va balayer ensemble un certain nombre de problématiques, un certain nombre de choses qui peuvent être questionnées dans une opération d'aménagement. Et si ça vous intéresse, bien sûr, j'y reviendrai dans l'approfondissement technique, encore une fois, dans la prochaine webconférence. Alors, sur le volet environnemental, bien sûr, des exemples de problématiques, ça peut être, ça n'est pas exhaustif, mais viser la sobriété énergétique dans la conception des bâtiments et aussi l'éclairage public, puisque là, on est sur un quartier, donc on va parler bien sûr de l'éclairage public. Ça peut être aussi tendre vers une production d'énergie renouvelable locale, donc valoriser le recours à une énergie renouvelable locale. Ça peut être réfléchir à des mutualisations énergétiques à l'échelle du quartier, puisque là on est à l'échelle d'un quartier, on n'est plus à l'échelle d'un bâtiment, on dézoome. Donc il peut y avoir des mutualisations énergétiques qui peuvent intervenir entre tel ou tel bâtiment, par exemple à l'échelle du quartier. On va pouvoir trouver des problématiques sur les déchets aussi, comment valoriser et traiter localement les déchets de chantier. Des problématiques autour de la biodiversité, par exemple rendre la nature accessible à tous, maximiser les espaces verts. En termes de gestion des eaux pluviales, un aménageur peut essayer de limiter les surfaces imperméabilisées, peut tendre vers une gestion intégrée des eaux pluviales. Voilà, donc des exemples de problématiques qu'on va trouver dans les 17 thèmes. Également la prise en compte des risques dans les choix d'aménagement, risques naturels par exemple, anticiper l'aléa d'inondation par exemple si on est dans une risque inondable. En termes de déchets encore, disposer de points d'apport volontaires de tri des déchets par exemple pour les habitants du quartier. Limiter les nuisances sonores pour la santé. Bon, ça n'est évidemment pas exhaustif. Là, vous comprenez bien, on est sur une démarche multithématique sur l'ensemble des thématiques environnementales. Évidemment, ce ne sont que des exemples, c'est loin d'être exhaustif.
Si on regarde un petit peu plus les aspects maintenant urbanistiques, le volet que l'association HQE a défini comme étant l'intégration et la cohérence du quartier avec le tissu urbain. Là, on va questionner, l'aménageur va questionner, par exemple, des notions de lisibilité des connexions du quartier avec ses franges, la création de coutures urbaines avec les alentours, réfléchir à une densité adaptée, réfléchir à des formes urbaines, des morphologies diversifiées, bien sûr, en fonction de ce qui existe à côté, créer des formes urbaines et une densité qui est cohérente avec les alentours et avec les communes alentours, bien sûr en dialogue avec la collectivité. Sur le volet mobilité, bien sûr, favoriser la desserte en transport en commun et connecter le quartier, notamment les logements, avec les points de transport en commun. Favoriser les modes doux. Est-ce qu'on encourage, par le biais de, par exemple, de pistes cyclables, le développement des modes doux au sein du quartier et pour rejoindre les différentes aménités? Réfléchir aux mutualisations de véhicules, par exemple, à des places de parking mutualisées. C'est un exemple. Également des réflexions sur l'architecture urbaine, sur la valorisation du patrimoine existant. Pourquoi pas, pour créer des ambiances paysagères intéressantes, exploiter le végétal et l'eau comme éléments paysagers. Voilà, donc toutes ces notions-là qui sont plus des notions urbanistiques qu'on va retrouver également dans la démarche HQE aménagement. Et enfin, sur la dernière partie, qui est plus là les piliers socio-économiques, là encore, quelques exemples, ça peut être réfléchir sur une mixité fonctionnelle au sein du quartier, c'est-à-dire proposer un quartier qui ne soit pas, par exemple, un quartier dortoir où on ne va trouver que des logements, mais également avoir des commerces à proximité, des bureaux, une école, donc différentes fonctions de proximité et réfléchir à l'accessibilité aux fonctions de proximité depuis les logements. Intégrer de la mixité sociale au sein du quartier, également pourquoi pas prescrire des clauses d'insertion sociale en phase chantier par exemple. Donc là on est sur le pilier social. Sur l'aspect économique, on peut être sur la constitution de réserves foncières, donc pour permettre l'adaptabilité du quartier et anticiper des évolutions. Sur la notion d'espace public, on va être sur des notions de quelque part créer un quartier qui favorise le sentiment de sécurité pour les habitants, qui permettent l'échange, donc prévoir des places, des espaces publics qui vont permettre la rencontre entre les différents habitants. Et puis sur la partie dynamique économique locale, l'aménageur peut réfléchir aux notions de consommation locale et de circuits courts, en lien aussi avec la production locale, recourir à des matériaux locaux, à des filières énergétiques locales, par exemple recourir à des jardins partagés, de l'agriculture urbaine, donc là toujours dans une optique de circuit court, d'être au maximum au plus près de la production, voire même permettre la création d'associations et d'initiatives locales par le biais de maisons de quartier, etc. Donc voilà, des exemples de problématiques qui peuvent être réfléchis, qui doivent être réfléchis dans la démarche HQE aménagement. Encore une fois, ça n'est pas exhaustif. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous reconnecter le 7 juin pour l'approfondissement technique. On ira plus dans le détail de ces thèmes. Si vous voulez en savoir plus dès maintenant, sachez que les 17 thèmes sont un petit peu plus détaillés dans le guide de l'association HQE, puisque nous, notre référentiel, c'est un référentiel de management. Vous allez trouver les exigences du référentiel, mais vous n'allez pas trouver d'éléments sur le contenu des 17 thèmes. En revanche, dans ce document de l'association HQE, vous allez trouver des éléments de contenu. Donc ce guide, il est téléchargeable gratuitement sur le site de l'association HQE, donc n'hésitez pas à le télécharger et à en prendre connaissance. Donc voilà un exemple de ce guide, comment est-ce qu'il est identifié. En fait, il est construit par fiche thématique en fait. Là, j'ai pris l'exemple de l'eau. Vous avez un petit paragraphe sur les enjeux généraux liés au thème, avec des exemples d'objectifs d'aménagement, des exemples de problématiques traitées, avec des exemples d'indicateurs parfois aussi, et une articulation avec l'échelle bâtiment. Donc il est construit un petit peu sous forme de fiches pratiques, thème par thème. Donc vous allez pouvoir trouver davantage de contenu sur ces thèmes-là. Alors un simple petit mot sur les 20 engagements également du label Écoquartier, puisque quelque part une passerelle est possible dans le référentiel entre les 17 thèmes et les 20 engagements Écoquartier. On va pas tous les regarder.
Sachez qu'une correspondance a été faite entre les 17 thèmes HQ Aménagement et les 20 engagements écoquartiers. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a établi cette passerelle. Une opération d'aménagement qui utilise les 20 engagements écoquartiers, on est certain qu'il couvre en même temps les 17 thèmes, puisque quelque part l'ensemble se rejoint. Voilà, donc j'ai terminé, on va dire, la présentation générale des grands principes de cette certification. Pour conclure, ça va résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, quelques bénéfices, qu'est-ce que cette démarche peut apporter à nos clients, que ce soit les collectivités ou les aménageurs. Donc déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que HQ Aménagement, c'est un outil qui est vraiment opérationnel et qui vise à aider les porteurs de projets dans la gestion de leurs projets. Donc, vous allez trouver un outil qui va structurer, depuis les études préalables jusqu'à la fin, la conduite d'une opération d'aménagement et qui va apporter une méthode rigoureuse pour la gestion des projets. Donc ça, c'est vraiment un outil à destination des porteurs de projets qui va les aider à structurer leur méthode. Et c'est un accélérateur de progrès pour proposer par les aménageurs, quelque part, pour garantir une conduite d'opération exemplaire. L'intérêt également de cette certification, c'est que l'aménageur a une souplesse, on l'a vu, pour se définir lui-même des objectifs et des indicateurs, et c'est une démarche complètement contextualisée, quel que soit le type, la taille de maîtrise d'ouvrage et quel que soit le contexte de l'opération. On ne voulait pas à la création de la démarche HQ Aménagement aboutir à un référentiel qui uniformise les opérations d'aménagement. C'est pour ça qu'on a opté pour un système de management pur, sans indicateurs techniques et sans critères techniques. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est qu'on est sur une démarche complètement contextualisée. Donc on est certain que c'est une démarche qui ne va pas uniformiser les projets d'aménagement. C'est un outil qui donne enfin une large part à la concertation avec les parties prenantes, qui favorise le dialogue, d'une part entre l'aménageur et la collectivité, mais plus largement aussi avec les associations de riverains, avec les habitants, avec les commerçants, tout au long du projet. Donc on est vraiment sur une démarche participative. Donc ça peut aussi, étant donné qu'on a un fort accent sur la concertation, ça peut limiter les risques de contestation de l'opération ou des risques de blocage qui peuvent arriver dans une opération d'aménagement. Enfin, c'est une garantie par tierce partie de la conformité à notre référentiel. Donc, l'intérêt, c'est que de la tierce partie, c'est que vous allez pouvoir avoir un moment d'échange direct et constructif avec un auditeur reconnu. Quelque part, ça n'est pas une checklist un dossier que vous envoyez que vous envoyez et qui vous est renvoyé ensuite avec c'est oui ou c'est non. C'est vraiment un moment d'échange avec un auditeur. Et puis enfin, c'est la reconnaissance, la différenciation et la valorisation de l'aménageur ou de la collectivité par le biais d'un certificat qui est, là encore une fois, donné dès les phases amont, dès les premiers audits. Donc voilà, c'est encore un bénéfice supplémentaire, c'est qu'il n'est pas nécessité d'attendre 15 ans, 20 ans que l'opération d'aménagement soit achevée. Dès les phases amont, dès les études préalables, dès le premier audit, l'aménageur bénéficie d'un certificat et peut communiquer sur ce certificat. Et enfin, pour les collectivités, là, on a plutôt parlé des bénéfices pour les porteurs de projets et les aménageurs. Pour les collectivités, c'est un moyen aussi de garantir la prise en compte de la propre politique de développement durable de la collectivité. Une collectivité, alors elle va souvent décliner des documents de planification à l'échelle de son territoire, des agendas 21 par exemple. Donc c'est un bon moyen de garantir la bonne prise en compte de ces documents-là dans l'aménagement opérationnel, puisque la démarche HQ Aménagement met en exergue l'interaction aménageur-collectivité et la prise en compte du contexte et des documents de planification territoriale. Donc ça peut être une garantie pour la collectivité et une sécurité aussi pour la collectivité. Et puis enfin, ça peut être aussi un levier pour mobiliser l'ensemble des partenaires de la collectivité autour d'une démarche de développement durable exemplaire sur l'ensemble des piliers, puisqu'on a vu que c'est une démarche qui va comporter des exigences à la fois sur l'environnement, mais aussi sur le pilier social et sur le pilier économique. Voilà, donc en quelque sorte, c'est une démarche d'accompagnement des projets, depuis les phases amont jusqu'aux phases aval,
et quelque part qui est plutôt une aide à destination des porteurs de projets et des aménageurs, et qui n'induit pas, encore une fois je le répète, mais ça c'est important, qui n'induit pas une uniformité dans les opérations d'aménagement.